Écoutez, messieurs, dames, bonjour, bon matin. Premièrement, vous permettez de remercier le comité d'organisation de m'avoir invité. Laurence, quand elle m'a appelé, elle dit « Sabin, tu voudrais-tu être un intervenant à Time World? » Je ne connaissais pas Time World, donc c'est ma première présentation à Time World. Elle me dit « Écoute, tu lances un débat, tu poses une question. » Ah, ça c'est facile, on pose une question. Elle ne m'avait pas dit qu'il fallait que j'y réponde. Fait que je dis « OK, on va essayer d'y répondre. » Mais moi, j'aime bien le format Time World parce que dans la salle, donc... il y a une intelligence collective et M. Fischer dit non, c'est une intelligence connectée. Donc, je me suis dit, OK, je vais utiliser les gens dans la salle pour m'aider à répondre à la question. Bien sûr, au Québec, comme vous savez, on parle beaucoup d'hydrogène comme partout dans le monde. Comme on a beaucoup de ressources hydroélectriques, on parle beaucoup d'électrolyse de l'eau. Je me suis permis une question. L'électrolyse de l'eau est-elle la meilleure solution pour la production d'hydrogène? Là, je me suis dit, de quelle façon je vais répondre ou je vais amener des éléments de réponse? OK, je ne suis pas un académicien, donc je n'oserais pas prétendre de répondre comme un académicien, mais je me suis dit, peut-être je peux répondre comme un scientifique. Je suis un ancien d'Hydro-Québec. J'ai travaillé au siècle passé dans le domaine du stockage d'hydrogène à l'IREC, à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. J'aurais pu prendre ce chapeau-là. J'aurais pu dire, OK, H2SX, on est une société qui veut développer ce que nous, on appelle du CCH2, du Cheap and Clean Hydrogen, avec des collègues sud-coréens. J'aurais pu prendre le chapeau d'un industriel. Mais encore mieux, j'aurais pu prendre un chapeau de citoyen, parce que donc c'est des technologies, qui demandent beaucoup de ressources, ne serait-ce que financières. Mais finalement, je dis non, je vais prendre le chapeau de papa, le chapeau de parent. Je suis certain dans la salle, il y a différents parents. Pourquoi? Parce que moi, un de mes souhaits, c'est d'être capable de léguer un bloc d'air pur à mes enfants, peut-être un jour à mes petits-enfants. Et je suis convaincu que l'hydrogène peut amener un bloc intéressant pour régler cette problématique-là. Puis d'autant plus, au CRIMI, on parle d'intersectorialité, d'interdisciplinarité. Et ce qu'on a dans la salle, c'est vraiment une intelligence collective connectée dans ces domaines-là. Je me suis dit, je vais répondre à un haut niveau, mais je vais surtout m'adresser aux parents dans la salle. Parce que je me dis, je pense qu'en tant que parents, ce qu'on se pose toujours comme question, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement permettre à nos enfants de devenir vieux? On peut le faire au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Il va y avoir un débat justement après-dîner sur l'agroalimentaire, la carboneutralité. Mais les changements climatiques, tout ce qu'on peut faire, ça, je pense aussi, ça nous interpelle. Et l'hydrogène, je pense, c'est un élément intéressant. Donc, je vais le prendre sous cet angle-là. Mais comme je n'ai pas réponse à tout, je vais vous proposer un petit défi à la fin. Et puis j'ai dit, écoute, est-ce qu'un défi peut faire sens? Laurence me dit, c'est peut-être une bonne idée. J'ai testé l'idée il y a un mois avec des collègues académiciens au HEC. Alors, on s'est ramassé une douzaine de personnes, on s'est rassemblés pour un discours de 20 minutes, 25 minutes. On a discuté pendant 6 heures autour de cette question-là. Ça suscite des débats intéressants. Puis dans la salle, quand on a discuté, il n'y avait pas de physiciens, il n'y avait pas à part moi, il n'y avait pas de gens de l'hydrogène ou des gens dans le carbone, mais il y avait des citoyens au niveau de la logistique, au niveau de la créativité, au niveau de la philosophie. Et ça a amené à dire, on faisait une présentation à haut niveau qui respecte un peu l'essence même des débats de Time World et lançons-nous au niveau de ça. L'hydrogène. Évidemment, je ne veux pas mettre en doute la notion d'hydrogène, parce que l'hydrogène est important. Juste pour mettre une couple de concepts sur les gens, à quel endroit qu'on retrouve l'hydrogène? Peut-être la place la plus importante, c'est au cœur de notre Soleil. L'hydrogène, c'est le carburant des étoiles. Puis on aura un beau débat tout à l'heure avec nos amis astronautes qui vont nous parler d'énergie dans l'espace. Mais c'est aussi sur Terre, à plein d'endroits qu'on retrouve de l'hydrogène. Vous voyez complètement à droite, on voit dans le pâturage, on voit du bétail. Les engrais, c'est une source d'hydrogène. On a besoin d'hydrogène. Le fameux 20-20-20, quand vous nourrissez vos plantes, le NPK, donc l'urée, l'ammoniac, est fait à partir d'hydrogène et d'azote. Dans le domaine des transports, j'ai représenté une pile à combustible ici. À partir de l'hydrogène, on peut faire de l'énergie électrique. Complètement à gauche, on le voit, des carburants, on voit des produits chimiques. On en a dans les polymères, dans les monomères, on a besoin d'hydrogène. Même dans l'acier. Dans l'acier, il n'y a peut-être pas d'hydrogène directement. Présentement, quand on regarde l'acier qui est fabriqué pour réduire le minerai de fer en fer, on utilise beaucoup de carbone. Le carbone, avec le Fe2O3, produit beaucoup de CO2, donc on ne veut pas de CO2. Mais les gens de l'acier disent, peut-être que ce serait intéressant d'utiliser de l'hydrogène pour fabriquer un acier vert.
Juste quelques chiffres. Présentement, la consommation mondiale, la production mondiale d'hydrogène industriel, on parle de 75 millions de tonnes, plus ou moins annuellement. Si on veut verdir l'acier, on va minimalement doubler cette production-là. Mais à quel prix? Donc, l'idée, c'est de dire, pour la société, on sait que l'hydrogène est important, mais de quelle façon on devrait la produire pour que l'ensemble des joueurs de la société en retrouvent son compte? Un ami des HEC me disait, il n'y a peut-être pas un hydrogène, il y a peut-être des hydrogènes. Comme tout à l'heure, les gens disaient qu'il y a des énergies. Des hydrogènes, un hydrogène pour une application particulière ou pour un territoire particulier, c'est là la question. Donc, peut-être j'aurais dû poser la question suivante. Que faut-il considérer pour une production responsable d'hydrogène? Est-ce qu'on devrait considérer seulement que le prix, le coût? Est-ce qu'on devrait considérer des aspects économiques, des aspects de création d'économie? Est-ce qu'on doit considérer juste simplement l'aspect énergétique, l'aspect société? Je pense que c'est un ensemble de points qu'on doit considérer. Et c'est toujours la question de l'offre et la demande. Qu'est-ce que l'industrie offre? Qu'est-ce que la société veut? Je vous disais tout à l'heure, je m'inscris comme le père de famille qui veut laisser un bloc d'air pur à ses enfants, peut-être un jour à ses petits-enfants. Rappelez-vous, il y a des ingénieurs dans la salle. Quand j'ai fait de Polytechnique, on me montrait, pour exprimer l'offre et la demande, qu'est-ce que le client veut? On voyait qu'est-ce que le département des ventes, comment il avait compris le principe, qu'est-ce que le département d'après-vente, comment il avait compris la définition du problème, qu'est-ce que les gens des finances avaient chargé pour résoudre ce problème-là. Puis je vais vous montrer une image. Rappelez-vous, les gens, le client, tout ce qu'il avait demandé, il avait demandé une corde avec un pneu, donc l'enfant. Mais on arrivait à plein d'autres choses. Donc, il faut écouter qu'est-ce que les gens demandent si on va offrir la bonne chose. Et quand on regardait l'image, vous voyez, ça, c'est une image que j'ai utilisée copilote pour la faire générer. C'est là qu'arrêtaient mes talents de dessin, là. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'on doit faire dans le domaine de l'hydrogène, bien, pour moi, je vais rester avec l'image des enfants avec des parcs d'attractions. Présentement, pour moi, l'offre sur le marché, c'est comme un parc d'attractions. Il y a des technologies plus anciennes, on le voit complètement à gauche, qui consomment beaucoup d'eau, beaucoup de produits pétroliers qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Complètement à droite, des technologies plus modernes qui consomment encore plus d'eau, encore plus d'énergie, mais sans gaz à effet de serre. Il y a des technologies plus à fond, plus au loin, un peu, qu'on oublie. Puis il y a des nouvelles technologies qui sont en cours de construction, comme un peu on voit dans le centre, qui requièrent simplement de l'énergie pour extraire cet hydrogène-là. On pourrait parler d'hydrogène natif. Donc, il y a plein de choses, mais est-ce que c'est ça que la société a besoin? Qu'est-ce que la société veut? Présentement, selon moi, on assiste à une course. C'est comme deux trains. Vous voyez, complètement à gauche, les anciennes des technologies dominantes qu'on appelle le steam methane reforming, le vapocraquage du méthane. On prend du méthane, du gaz naturel, on y rajoute de l'eau, on prend de l'énergie, on produit beaucoup d'hydrogène à faible coût. Faible coût économique, mais à quel coût du point de vue gaz à effet de serre, quel coût du point de vue environnemental. Donc, vieille technologie, évidemment. Quand on voit encore hier que le Canada a augmenté, ça a pris la bourse carbone, les gens ne veulent plus ce genre de technologie pour la société. On regarde complètement à droite les nouvelles technologies, comme les collègues ici qu'on pousse beaucoup au Québec, l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau consomme d'une part énormément d'eau, consomme encore beaucoup plus d'énergie. L'énergie électrique, moi, le Québec, on est chanceux, on a beaucoup d'énergie, d'hydroélectricité à très faible coût. Mais devrait-on prendre notre hydroélectricité pour faire de l'hydrogène, pour en faire autre chose? C'est des questions de société qu'on doit se poser si on veut produire un hydrogène responsable. C'est pour ça que ça devient intéressant d'avoir une intelligence collective pour se poser ces grandes questions-là. Parce que si on se pose toutes les questions, puis on parle juste à des industriels, comme pour verdir l'acier que je vous disais tout à l'heure, bien, quand tu écoutes l'industrie de l'acier, ils voudraient avoir de l'hydrogène à 1,28 $ le kilo. Le coût de l'hydrogène par kilo de l'électrolyse de l'eau est beaucoup plus que ça, à moins qu'on donne l'énergie, bien sûr. Mais quelle société peut se permettre de donner l'énergie? Beaucoup de questions, beaucoup de débats sociétals. Bien, pour moi, quand on regarde l'ensemble des caractéristiques, l'ensemble des questions qu'on doit se poser pour faire une production responsable d'hydrogène, on doit regarder l'ensemble des besoins de la société.
les nouvelles sources d'énergie, les nouvelles sources d'énergie renouvelable, les besoins en biodiversité. On parle beaucoup de changement climatique, mais on devrait aussi parler de la biodiversité. Je sais qu'il y a des vétérinaires qui aiment bien la notion aussi d'une seule santé, la santé de la planète, la santé de l'environnement, la santé des hommes et des animaux, tout ça en vitalité avec l'humanité. Donc, c'est les questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ces questions-là, bien, possiblement, on va arriver avec des conclusions que la production d'hydrogène à différents endroits, à différents moments, pour différentes applications, pourrait être, oui, l'électrolyse de l'eau, mais peut-être autre chose. C'est ce qu'on a parlé il y a un mois avec les copains au HEC, les copains de Poly, des copains de l'Université de Concordia et de l'INRS. Puis en cherchant, on s'est dit, bien, il y a certainement d'autres personnes qui ont pensé avant nous. Quelle est la meilleure stratégie? Juste un bouquin fort intéressant, ça s'appelle « Sur l'économie de l'hydrogène », un bouquin qui date d'à peine un an, 600 pages plus, et qui, tu sais, les fameuses couleurs de l'hydrogène, l'hydrogène vert, l'électrolyse, l'hydrogène produit par l'électrolyse de l'eau, l'hydrogène gris, l'hydrogène qui vient du vapocraquage du méthane, et jusqu'à l'hydrogène turquoise, qu'on parle de l'hydrogène fait par la pyrolyse. Et ils ont classé les différents risques. Risque économique, risque environnemental, les risques d'approvisionnement, les risques de technologie, développement de technologie, des vieilles technologies par rapport à des technologies en cours de développement, le besoin en énergie. Il ne faut pas oublier, certaines technologies requièrent plus d'énergie pour produire 1 kilo d'hydrogène qu'il y a d'énergie dans ce même kilo d'hydrogène-là. Un ratio énergie consommée par rapport à l'énergie disponible pourrait être intéressant. Et tous les risques, et bien sûr au niveau de la sécurité et de l'acceptabilité sociale. Et quand on regarde ça, puis là, vous verrez, puis c'est un extrait directement du bouquin, là, c'est la figure 18.8 du bouquin. Bon, on regarde pour des risques, faibles risques, la lettre L pour l'eau, médium ou élevé, high, H. On voit pour que ce soit l'électrolyse de l'eau en vert, en gris, le craquage du méthane. Ben on peut aussi faire de la capture. Si on prend de l'hydrogène gris, on fait la capture de CO2, ben il devient bleu. Toujours un hydrogène, mais de différentes couleurs. Si on prend, au lieu de prendre l'hydroélectricité pour l'électrolyse, on prend du nucléaire, il devient jaune. Et si on prend de la pyrolyse, il est turquoise. Et quand on regarde les risques que les éminents académiciens ont évalué, bon, on s'aperçoit, si on regarde le vert par rapport au gris, bien sûr, le vert est plus intéressant, mais le turquoise est loin d'être fou. La pyrolyse est loin d'être folle. Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on prend la bonne direction quand on parle de l'électrolyse de l'eau? Mais encore une fois, qui suis-je pour répondre à cette question-là? Je me dis, bien, on pourrait peut-être se fier sur l'intelligence collective. C'est ce que j'ai fait, donc c'est ce qu'on a commencé. Et ce que j'aimerais proposer à Time World, c'est pourquoi pas continuer à en discuter ensemble. Et l'idée, ce serait de lancer un groupe de réflexion qui s'étendrait sur toute l'année. Et je disais tout à l'heure, puis M. Fischer, vous me parliez d'intelligence connectée. L'an prochain, à Tokyo, la thématique va être Time World Connection. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, pour nous, partir un groupe de travail avec une représentativité de l'ensemble de la société, incluant bien sûr des académiciens, et pour que justement, durant l'année, nous, on s'engage à animer ce groupe-là, puis on s'engage à les présenter. Évidemment, si Laurence nous permet d'aller présenter l'an prochain à Tokyo, les fruits de cette réflexion-là sur l'année, au niveau de quelle serait la manière la plus responsable de produire de l'hydrogène. D'ores et déjà, les collègues qu'on s'est rencontrés il y a un mois à HEC m'ont tous dit oui. Ils veulent faire partie du groupe, puis certains sont dans la salle ici. Mais on aimerait ouvrir cette discussion-là beaucoup plus large. Ça, je pense que c'est un signe d'être capable d'ouvrir le débat plus grand. Je pense que c'est fort intéressant. Nous, on est prêt à l'animer. On est prêt, puis on est prêt à les présenter les résultats de tout le monde. Donc, c'est ça le deal que j'aurais à vous proposer dans le contexte de Time World. Pouvons-nous réfléchir collectivement quelle est la meilleure façon pour produire de l'hydrogène responsable pour la société, pour les sociétés, selon les besoins. Donc, l'offre ou la demande. Monsieur le Président, je termine là-dessus. Donc, l'idée étant, vous avez mon courriel. Si certains d'entre vous sont intéressés, moi, je vais être là les 3 jours. Bien, je suis prêt à discuter directement avec les collègues académiciens, bien sûr, mais aussi les collègues de tout horizon, parce que c'est ce qui va nourrir notre débat en termes de société. Bien, je vous remercie beaucoup et bonne fin de congrès.
Non, mais c'est pas terminé. Hein. Il faut rester là parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions dans la salle. Donc, c'est le moment de répondre à cette offre. Vous avez la parole. Des volontaires prêts à se lancer dans cette aventure avec des premières remarques, des premières idées. Bah, j'avais une question, c'est que l'hydrogène industriel a combien d'usages différents, en fait, globalement? Beaucoup. Tu sais, je disais tout à l'heure, 75 millions de tonnes par année de production, et les collègues me disaient plus. On voit, si on veut remplacer l'hydrogène produit par les produits pétroliers, évidemment, puis les nouvelles applications comme l'acier, c'est énorme. Il y en a partout. Donc, on parle de millions de tonnes, on parle de milliards de dollars. Donc, le marché est là et les besoins vont faire que croître. Et là, parce que bon, pour l'instant, l'hydrogène, elle est utilisée dans le domaine industriel avec des systèmes très particuliers, des systèmes de transfert, de déménagement, etc. Et c'est quelque chose qui est peu visible par le grand public d'une façon habituelle. On parle, bon, dans le cadre de la transition énergétique, on parle beaucoup de l'hydrogène qui serait distribué pratiquement dans le grand public. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment envisageable actuellement ou est-ce que ça rentre dans le cadre de votre réflexion? C'est intéressant, simplement dans le domaine des transports. Je pense, lorsque tu as besoin de beaucoup de puissance dans les domaines miniers ou les domaines de l'aviation, comme vous connaissez beaucoup mieux que moi, je pense qu'il peut y avoir des niches intéressantes. Dans le domaine des véhicules récréatifs automobiles, personnellement, on croit beaucoup plus à tout ce qui est l'électrification des transports au niveau des batteries. Encore une fois, le Québec, on a de belles technologies par rapport à ça. Mais nous, c'est beaucoup plus du côté, on parlait de l'acier, parlons des engrais, par exemple. Les gens ne se rendent pas compte, mais tu as besoin de beaucoup d'hydrogène pour faire l'engrais. Et la problématique, c'est quand tu transformes ton CO2, ton azote pour faire de l'urée, ben, tu crées de la vapeur d'eau. Donc, tu prends des molécules d'hydrogène que tu as payé gros prix pour, après ça, le relarguer sous forme de vapeur d'eau. Pas très rentable du point de vue économique. Fait que les possibilités sont quasi infinies. D'accord. D'autres questions dans la salle? Ou bien nous n'avons affaire qu'à des spécialistes? Alors, pardon. Je vous en prie, allez-y. Je voudrais juste faire quelques commentaires sur l'hydrogène. C'est un monde très vaste. Oui. OK. Et d'ailleurs, vous avez fait des références à certaines utilisations. Mais quand on dit réfléchir sur la production de l'hydrogène, il faut toujours faire la relation, comme vous dites. La production, c'est l'offre, puis après ça, il y a la demande. Mais dans la demande, il y a différentes catégories de demande. Oui. Il y a le remplacement de l'essence. Je n'ose pas dire le remplacement des énergies fossiles parce que je trouve qu'il y a un biais dans la discussion là-dessus. Okay? Le remplacement de l'essence, par exemple, dans les automobiles ou dans le transport. Quand on parle de l'acier, ils ne se servent pas nécessairement de l'hydrogène comme combustible. Non. Ils se servent de l'hydrogène pour enlever de l'oxygène. Donc, c'est un autre monde, ça, là. Okay? Parce que la production de l'hydrogène ne vise pas elle pourrait être faite locale, elle pourrait être faite par pyrolyse localement, okay? Puis elle ne nécessite pas nécessairement un grand réseau de distribution comme le modèle de transport le demanderait. Après ça, quand on parle dans les engrais, l'écosystème de la production des engrais peut avoir une influence aussi sur comment l'hydrogène serait produit. Okay? Donc, c'est pour ça que quand je voulais faire le commentaire, c'est de dire il faut segmenter ou sectoriser la discussion sur la production de l'hydrogène. Parce que c'est pas juste une question d'offre et de demande, question de besoin, là. C'est que c'est pas les mêmes discussions, là. Okay? Il y a des argumentations qui peuvent être très bonnes dans un secteur, mais complètement inapplicables dans un autre secteur ou non nécessaires. Donc, il ne faut pas biaiser les discussions avec ce genre de distorsion apparente, là. C'est exactement pour ça que je parlais des hydrogènes. Il n'y a pas un hydrogène, il y a des hydrogènes. Donc, on ne peut pas généraliser selon le territoire, l'application, qu'est-ce qu'on veut en faire. Puis l'exemple de l'acier, c'est un très, très bel exemple, là, tu sais. Oui, parce que l'exemple de l'acier, c'est intéressant parce que moi, je regarde l'hydrogène depuis plus de 10 ans sur des groupes de réflexion, exactement comme ce que vous voulez faire. Donc, je voudrais participer à ce groupe-là éventuellement. Mais quand on regarde l'acier, il y a des nouvelles technologies qui s'en viennent, puis même disent il n'y aura peut-être même plus besoin d'hydrogène dans, je ne sais pas comment on pourrait utiliser le terme, l'extraction de l'oxygène de l'acier, du minéraux. Là. Donc, il n'y aurait même plus besoin d'oxygène. Là.
À Boston, ils viennent de sortir justement des brevets là-dessus. Là. Juste qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les boues rouges au Québec, ça pourrait être aussi intéressant. Exact. Je suis un bleuet du Lac-Saint-Jean, je suis très au fait de ce bout-là. OK. Je voulais juste faire Non, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que si on veut y répondre, il faut y répondre collectivement selon des champs bien précis. Mais je trouvais que ça lançait bien le débat dans le cadre de Time Warp, où c'est justement l'objectif. Oui, exact. C'est exactement pour ça que Mais on a tous nos partis pris, c'est une transition énergétique. Il faut le faire correctement pour nos jeunes. Oui, effectivement. Mais la transition énergétique, c'est... Exemple, l'utilisation de l'hydrogène dans le milieu de l'acier n'a pas d'impact sur la transition énergétique. Non. Donc, c'est important de nuancer ça. Mais par contre, CO2. Il produit du CO2. Exactement. Okay? Donc, ça peut être capté. Il peut y avoir du captage pour d'autres besoins ou quoi que ce soit. Là. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez mon courriel pour l'invitation. Oui. OK. Merci, messieurs, dames. Puis, gênez-vous pas, je vais être là tout le temps. Là. C'est peut-être plus facile à un, mais je suis très, très ouvert. Bon congrès. Bien. Bien, merci beaucoup. Alors moi, il me revient le devoir de faire la synthèse de ce qui a été dit. Alors, la synthèse, c'est surtout, est-ce qu'il a répondu à la question qu'il a posée? Voilà, donc la réponse est non, mais il y a quand même quelques éléments. Il y a quelques éléments. Le premier, d'abord, c'est le cadre général dans lequel on se passe, qui est un cadre, je dirais, de bienveillance vis-à-vis de l'avenir, parce que c'est ça qui est important. Et c'est pas satisfaire des besoins immédiats, mais c'est satisfaire des besoins immédiats en préservant le futur, et notamment donc en se mettant dans la perspective de ce qu'on appelle, du moins en France, le bon père de famille, c'est-à-dire garantir que la famille humaine va pouvoir effectivement continuer à bénéficier des avancées de la technique et de la science sans mettre en danger sa propre existence. C'est à peu près ce que j'ai compris du point de départ. Et il est bien évident que, moi qui suis plutôt biologiste de formation, l'hydrogène, j'ai découvert dans l'enseignement secondaire en faisant le mélange détonnant, que fait toujours, on fait l'hydrolyse de l'eau, et puis boum, et on refait de l'eau avec une libération d'énergie. Donc ça fait partie des choses de la formation qu'on a reçue. Je ne sais pas si ça se fait encore dans l'enseignement secondaire, mais c'est un moyen aussi de voir et de concrétiser, je pense, l'énergie. Donc c'est le genre de travaux pratiques, d'après moi, qui est intéressant chez les jeunes, pour leur montrer que, on est capable de faire quelque chose, de dissocier quelque chose pour recréer une énergie immédiate, et il faut la maîtriser. Et l'intérêt de ce que vous avez présenté, c'est que on voit qu'il y a énormément d'applications pour ce procédé, pour l'utilisation de cet élément. Alors, c'est quand même un seul élément, hein, je ne parle pas du deutérium et du tritium, bien entendu. Hein, et on a la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est un fait, en tout cas, que c'est l'élément avec l'hélium le plus abondant dans l'univers. Donc, et il y en a quand même beaucoup sur Terre. Mais il n'est jamais libre. Libérer. Donc l'objectif, c'est de libérer l'hydrogène. Il faut libérer l'hydrogène des molécules pour pouvoir l'utiliser et le recombiner à autre chose. Et donc, vous n'avez pas répondu à la question, mais vous avez donné, premièrement, des pistes de réflexion et surtout une invitation à laquelle, bien entendu, tous les spécialistes et non spécialistes sont invités à répondre, pour apporter leur vision, non seulement chimique, technologique, industrielle de l'hydrogène, mais aussi leur vision de membres de la société vis-à-vis de ce produit, de cet élément, à la fois très présent, pas si facile que ça à produire, très difficile à dompter quand même, parce que ça se manipule quand même pas très facilement, et qui présente quand même un avenir intéressant pour tous. Donc, merci beaucoup. Merci de ne pas avoir répondu à la question en ouvrant largement de nouveaux horizons.